Salut à tous. L'Iran fait de nouveau monter les enchères, et cette fois, l'avertissement ne vise ni les sanctions, ni la diplomatie. Il vise directement les porte-avions américains. Mohsen Rezaei, conseiller principal du guide suprême Mojtaba Khamenei et ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, présente les États-Unis comme le seul pirate au monde à posséder des porte-avions, et il avertit que ces porte-avions pourraient devenir des cibles si les tensions s'aggravent. Le message de Téhéran est brutal. L'Amérique devrait se préparer à voir ses porte-avions et ses forces se transformer en cimetières, tout comme les débris de ces avions ont été laissés derrière eux à Ispahan. Cela, en fait, l'une des menaces les plus directes de Téhéran à ce jour contre la présence navale américaine. Cela arrive aussi à un moment où les propres mots du président Donald Trump sont utilisés par les responsables iraniens comme munitions dans la guerre de l'information. Dans l'univers trumpiste, même une crise maritime peut devenir un exercice de marketing si le slogan sonne assez fort. Le déclencheur a été la description faite par Trump de la saisie d'un navire iranien. Dans ce récit, les États-Unis agissaient comme des pirates, une formule directement liée à la saisie de navires iraniens. Pour l'Iran, cette phrase n'a pas été traitée comme un simple lapsus. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, l'a présenté comme un aveu direct et accablant de ce que l'Iran qualifie d'actions criminelles contre la navigation maritime internationale. C'est le genre de phrase qui ressemble moins à une politique étrangère qu'à une ligne de campagne égarée par accident dans le droit international. Rezaei a ensuite poussé le message plus loin en affirmant que la capacité de l'Iran à affronter les pirates n'est pas moindre que sa capacité à couler des navires de guerre. En évoquant les débris laissés derrière à Ispahan, il semble rappeler à Washington que Téhéran veut utiliser la mémoire militaire et pas seulement le levier diplomatique pour façonner la prochaine phase de cette confrontation. Le camp américain présente la confrontation comme une démonstration de puissance militaire et navale écrasante. Dans cette version, un navire avançait droit devant lorsqu'il a reçu l'ordre de faire demi-tour. Il n'y a pas eu de réponse. L'ordre a été répété et l'équipage a reçu l'instruction d'évacuer immédiatement la salle des machines. Les hommes ont été vus en train de courir pour sortir, puis à 5 milles de distance, un tir a atteint la salle des machines et l'a fait exploser. Le navire s'est immobilisé, des remorqueurs ont été utilisés, puis les forces américaines ont atterri dessus, elles ont pris le contrôle du navire, de la cargaison et du pétrole. Tout l'épisode a été décrit comme une affaire très profitable, presque incroyablement profitable, avec les États-Unis agissant comme des pirates, ou du moins comme une sorte de pirate. Apparemment, une fois que le mot « profitable » entre dans l'histoire, les notes juridiques en bas de page sont priées d'attendre dehors. Ce même récit est ensuite rattaché au pétrole. On prétend qu'il se fore actuellement plus de pétrole que jamais dans l'histoire des États-Unis. L'affirmation est que l'Amérique produit le double de ce que l'Arabie Saoudite et la Russie produisent ensemble. Les navires venus du monde entier sont décrits comme de grands et magnifiques bâtiments se dirigeant vers le Texas et la Louisiane pour charger d'immenses quantités de pétrole, y compris des pétroliers transportant 2 millions de barils. La file de navires est décrite comme une Conga Line, visible grâce à des graphiques et à des images satellites produites par la Space Force. Pour la chambre d'écho pro-Trump, chaque pétrolier devient un trophée tant que l'angle de caméra paraît assez patriotique. La Space Force devient une partie du même argument sur la puissance et la protection. Le raisonnement est que les États-Unis avaient besoin de la Space Force parce qu'ils étaient en train de se faire battre dans l'espace par la Chine et la Russie. Pendant le premier mandat de Trump, la Space Force a été créée comme la première nouvelle division militaire en 79 ans. L'armée comptait déjà les marines, l'armée de terre, la marine, la garde côtière, l'armée de l'air et d'autres branches, mais l'espace était devenu trop important pour rester simplement rattaché à l'armée de l'air. L'armée de l'air voulait garder l'armée de l'air, mais l'espace exigeait sa propre structure. La politique spatiale, la politique pétrolière et l'autocongratulation finissent pourtant toutes par tourner autour du même micro. De ce point de vue, la Space Force a changé l'équilibre. Les États-Unis perdaient lourdement dans l'espace face à la Russie et à la Chine sur le plan militaire, mais ils sont maintenant décrits comme très loin devant, avec la plus grande capacité spatiale de tous les pays du monde.
Cette capacité est présentée comme essentielle, parce que le monde est dur et que la protection est nécessaire. Entre autres choses, la Space Force fournit des images satellites de ce qui se passe dans le monde. Ces images satellites sont ensuite utilisées pour décrire le détroit d'Ormuz. L'image est celle de navires partout, avec des personnes et des bâtiments qui tentent de sortir ou d'entrer, éparpillés sur l'eau comme de petites fourmis ou une fourmilière. Des centaines et des centaines de navires seraient visibles. Dans ce contexte, la marine américaine est décrite comme incroyable et la situation est définie comme un blocus. Le blocus est vendu moins comme une mesure militaire, sobre que comme une émission spéciale en prime time avec graphiques satellites. Un épisode concerne un immense pétrolier, encore plus gros que 2 millions de barils, qui aurait tenté de forcer le blocus. Le capitaine du navire américain est présenté comme quelqu'un qui aurait pu sortir tout droit d'un casting, le genre de jeune officier d'Annapolis qui pourrait être envoyé à Hollywood et devenir une vedette de cinéma. La comparaison va même jusqu'à Tom Cruise, avec cette remarque selon laquelle il pourrait être plus beau et plus grand que lui, même si cette ligne est retirée parce que Tom Cruise est décrit comme un ami, ce n'est que dans ce style de politique qu'un affrontement naval peut faire une pause assez longue pour un casting. Dans cet épisode, le pétrolier est averti que les canons américains sont pointés sur lui et qu'il doit faire demi-tour. Des haut-parleurs portent l'avertissement à travers l'océan depuis 2000 de distance. L'ordre de faire demi-tour est répété jusqu'à ce que le navire accepte de retourner vers l'Iran. Faire tourner un tel navire, ce n'est pas comme faire demi-tour à vélo. Il faut 10 000 pour faire tourner quelque chose d'aussi grand. Un autre épisode, décrit comme s'étant produit 4 jours plus tôt, concerne un navire qui se dirigeait vers ce qui est appelé un mur de fer. Il est essentiellement décrit comme un mur de fer, soutenu par une grande armée et une grande marine. Le navire avançait droit devant lorsqu'il a reçu l'ordre de faire demi-tour. Il n'y a pas eu de réponse. L'ordre a été répété et l'équipage a reçu l'instruction d'évacuer immédiatement la salle des machines. Les hommes ont été vus en train de courir pour sortir, puis à 5000 de distance, un tir a atteint la salle des machines et l'a fait exploser. Le navire s'est immobilisé, des remorqueurs ont été utilisés, puis les forces américaines ont atterri dessus. Elles ont pris le contrôle du navire, de la cargaison et du pétrole. Une fois de plus, l'action est présentée comme une affaire très profitable, presque incroyable, avec les États-Unis agissant comme des pirates ou comme une sorte de pirate. Le message est simple. Si la réplique sonne assez dure, les détails juridiques peuvent toujours être réglés hors caméra. Mais l'argument plus large est que ce n'est pas un jeu. Depuis 47 ans, l'Iran est décrit comme ayant bousculé tout le monde et comme ayant agi en brute du Moyen-Orient. L'affirmation est que l'Iran a fait peur à Israël, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn, au Koweït et à d'autres. Les États-Unis, dans ce cadrage, comprennent le problème et sont maintenant prêts à bouleverser l'ordre établi. L'étape suivante de cet argument, c'est l'Iran lui-même. Les États-Unis doivent entreprendre un voyage vers l'Iran et s'assurer que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Les bombardiers B-2 sont présentés comme la force qui a empêché ce résultat. Sans cette action, l'affirmation est que l'Iran aurait obtenu une arme nucléaire, qu'Israël aurait été réduit en miettes, que le Moyen-Orient aurait été réduit en miettes, et que même l'Europe aurait été réduite en miettes. La décision est présentée comme un voyage nécessaire. Après avoir construit une position forte, les États-Unis devaient casser quelques œufs et agir. Dans cette version, l'escalade est servie comme un déjeuner. On casse les œufs d'abord, on explique la recette ensuite. La surprise dans ce récit, c'est le pétrole. On s'attendait à ce que le pétrole monte beaucoup plus haut qu'il ne l'a fait. Il n'est pas décrit comme bas, certainement pas bas, mais l'attente était que les prix soient bien plus élevés. La prédiction maintenant est que le pétrole va s'effondrer dès que la guerre sera terminée. L'Iran est décrit comme décimé, sans marine, sans armée de l'air, sans équipement antiaérien, sans radar et sans dirigeants. Ces dirigeants sont décrits comme disparus, tout en étant aussi qualifiés de très tristes et de très bonnes personnes. L'argument reste que l'action devait être menée.
La rhétorique passe si vite de la démolition à la sympathie que même le podium aurait besoin d'une ceinture de sécurité. Il y a aussi la surprise que la bourse n'ait pas chuté de 25% et que les prix du pétrole ne soient pas aussi élevés que prévu. L'affirmation centrale est que les États-Unis gagnent de nouveau et qu'ils gagnent très largement. L'armée de l'air iranienne a disparu. Ses navires ont disparu. Sa marine, évaluée à 159 navires, est décrite comme une assez bonne marine, mais dès la première semaine, 159 navires sur 159 seraient maintenant au fond de la mer. La marine a disparu. Les discussions se poursuivent, même s'il est décrit comme difficile de savoir qui sont encore les dirigeants de l'Iran, parce que le premier groupe a disparu, le deuxième groupe a disparu, Khamenei a disparu. Pour le message pro-Trump, les chiffres ne se contentent pas de soutenir l'affirmation. Ils défilent devant elle avec une fanfare. Ces dirigeants sont ensuite décrits comme mauvais, pas seulement assez mauvais, parce qu'ils sont accusés d'avoir tué 42 000 manifestants en 2 semaines. Malgré cela, la conclusion est que les États-Unis devaient faire le travail et s'en sortent bien. La situation est comparée à un combat qui aurait déjà été arrêté s'il s'agissait d'un match de boxe. Mais l'Iran n'accepte pas le type d'accord dont les États-Unis disent avoir besoin. Alors l'affaire doit être terminée correctement. Les États-Unis ne vont pas partir trop tôt et laisser le problème réapparaître dans 3 ans. L'argument glisse ensuite vers le contraste avec les 4 années de Crooked Joe Biden, avec la comparaison familière entre Sleepy Joe et Crooked Joe, transformée en une sorte de sondage en direct. Les sondeurs sont rejetés comme des imposteurs, des gens qui facturaient $1 million pour une question, puis éviteraient de véritables entrevues et écriraient simplement ce qu'ils veulent, tout en prétendant avoir parcouru le pays. Dans cette vision, ils restent assis dans leur chambre à regarder la télévision et décident de l'avantage qu'ils vont donner à Trump. Quand l'argument politique devient trop encombré, la machine à surnom de rassemblement est toujours prête à dégager la scène. Le contraste économique repose sur les 401K. Sous les 4 années de Crooked Joe Biden, le 401K moyen aurait augmenté à un rythme de $875 par an. C'est reconnu comme quelque chose, une petite hausse, mais l'explication donnée est que cela ne serait arrivé qu'en raison de l'élan créé pendant les années Trump précédentes. Sans cet élan, l'affirmation est que cela aurait baissé. Sous Trump, la comparaison devient $875 contre $30 000. Pour les aînés, le chiffre est poussé plus haut. $50 000, $60 000, voire $70 000 ou plus par an. L'arithmétique arrive habillée pour un défilé de victoire, que les comptables aient été invités ou non. Ce même argument économique inclut un décret présidentiel élargissant les cotisations équivalentes aux IRA pour des millions d'Américains qui n'ont pas de régime offert par leur employeur. À partir de l'année prochaine, chaque citoyen devrait pouvoir aller sur trumpira.gov et s'inscrire à un IRA de haute qualité et à faible coût afin que tout le monde puisse profiter de la hausse de la bourse. Ces idées sont présentées comme des choses dont les gens parlent depuis des années. L'investissement sert d'autre contraste. En 4 ans, l'administration Biden aurait reçu moins de $1 000 milliards en nouveaux investissements. Au cours des 11 premiers mois de l'administration Trump, l'affirmation est que des engagements de plus de $18 000 milliards ont été obtenus et affluent maintenant vers les États-Unis depuis le monde entier. La comparaison est présentée comme moins de $1 000 milliards en 4 ans contre 18 milliards en 11 mois, le 12e mois n'étant pas encore compté. Cela est décrit comme 18 fois plus et presque 100 fois plus si l'on multiplie correctement. Il y a peu de temps, les États-Unis sont décrits comme un pays mort. Maintenant, ils sont appelés le pays le plus chaud au monde. Dans ce style de récit, la multiplication n'est pas seulement des mathématiques, c'est un canon à confetti de campagne. L'inflation de base serait tombée à son plus bas niveau en 5 ans, l'essence est reconnue comme ayant connu une petite hausse, mais elle devrait redescendre encore plus bas qu'avant. L'argument rappelle que l'essence était à $2 et même sous les $2 dans bien des cas, et prédit qu'elle va s'effondrer parce qu'il y a énormément de pétrole accumulé et bloqué dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est décrit comme un bel endroit avec près de 400 navires chargés de pétrole. Lorsque tout cela sera libéré, après des années pendant lesquelles le détroit d'Ormuz aurait été utilisé pour retenir le pays et le monde, les prix de l'essence devraient baisser comme jamais auparavant. La même logique
est appliqué à l'électricité, à l'essence et à tout ce qui touche à l'énergie. Les prix de l'épicerie sont décrits comme beaucoup plus bas, tout comme les prix des voitures d'occasion. Même une perturbation énergétique mondiale reçoit une cure de rajeunissement quand elle peut être vendue comme le coupon de rabais de demain. Le prix des œufs devient l'exemple. Les œufs auraient baissé de 4, voire 5 fois. Quand Trump est arrivé au pouvoir, les œufs étaient très chers. Lors de sa première conférence de presse du second mandat, 2 jours après son entrée en fonction, la première question portait sur les œufs. La réponse était qu'il n'était là que depuis un jour et demi, mais que les prix des œufs étaient déjà traités comme son problème après avoir été multipliés par 4 par rapport à l'année précédente. L'affirmation maintenant est qu'il les a fait baisser à un niveau inférieur au plus bas niveau atteint 4 ans plus tôt. Pourtant, personne n'en parle, ce qui explique pourquoi les discours sont nécessaires. Parfois, il faut faire passer le message directement. Rien ne dit mieux crise géopolitique que le passage des porte-avions aux œufs sans même toucher aux freins. Le dernier point économique se tourne vers Fannie et Freddie. Plus tôt dans l'année, Trump a ordonné à Fannie et Freddie d'acheter. Bill Pult est intégré au récit comme quelqu'un qui a fait un excellent travail et créé une valeur de 1000 milliards de dollars. Pendant le premier mandat de Trump, une offre avait été faite qui semblait représenter beaucoup d'argent, mais qui était en réalité très faible en comparaison, moins de 100 millions de dollars pour acheter Fannie et Freddie. La décision à ce moment-là a été de ne pas vendre. Ils voulaient vraiment vendre, mais maintenant cela vaudrait plus de 1000 milliards de dollars. Vendre aurait semblé stupide, parce que ce qui aurait pu être cédé pour pratiquement rien vaut maintenant environ 1000 milliards de dollars, voire davantage. À la fin, toute la performance transforme chaque crise en même argumentaire de vente. Danger, profit, applaudissements, et on recommence. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.